Bonsoir, nous nous intéressons aujourd'hui aux descendants d'esclaves aux États-Unis. Que sont-ils devenus? Que reste-t-il dans les mémoires? Alexandre Rosada et Jean-Louis Ravallet se sont rendus en Caroline du Sud et à Washington. Là, ils ont rencontré des chercheurs, des historiens, mais aussi une famille, la famille Moran. Cette famille s'est rendue il y a quelque temps en Afrique à la recherche de ses racines. Son témoignage, c'est toute l'histoire de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Charlize, I'm going to sing you a little song that my mother taught to me, and her grandmother taught it to her. Okay, come on, let's sing. I walk among a Cumberland alley, lily. One day I walk among a Cumberland alley, lily. Quaint. As the willie go, see how you quenda ya. As the willie go, dwell in the quaint. As the willie go, see how you quenda ya. As the willie go, dwell in the quaint. As the willie go, see how you bunga lily. As the willie go, dwell in the quaint. Well, my mother taught it to me. Ma mère me l'avait apprise quand j'étais petite fille. Elle disait que sa grand-mère lui avait apprise. Et nous ne savions pas que c'était une chanson funéraire africaine. Ma mère est morte avant de le savoir. Et j'ai découvert que c'était un hymne funéraire quand je suis allée en Afrique seulement. Parce que je pensais que c'était une danse, cette chanson, car il y avait un rythme pour cela. Ils nous ont dit que nous étions de la tribu des Mendi. Des Mendi. C'est en Caroline du Sud que nous avons rencontré la famille Moran. Depuis des générations, elle se transmet une chanson sans vraiment connaître son origine. Mais à l'occasion d'un voyage en Afrique, Marie Moran a découvert la signification de ce chant funéraire comme un lien culturel entre la communauté noire de sa région et l'ethnie Goula de ses ancêtres, déportés en esclavage. Je ne voulais même pas y aller. Je ne voulais pas aller en Afrique. Vous savez, on entend tellement de choses. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Qu'ils se mangeaient entre eux, que les gens étaient des sauvages là-bas, et tous ces animaux féroces. C'est pour ça que je n'arrivais pas à me décider. Et c'est si loin de chez moi. Après 5 ans d'hésitation, Marie est donc retournée en Sierra Leone. Elle a été invitée par le président du pays avec d'autres Afro-Américains. Ensemble, ils ont retrouvé non seulement leurs racines Mendi, mais aussi leur héritage culturel Goula, transplanté 300 ans plus tôt sur la côte sud-est des États-Unis. The sound was the drops of blood, sweat and tears. Africans falling in the sand. The sound of the making and molding of the clay and the planting of new seeds in the holes that remain. The sound of the rhythm formed when they were called new names, Gullah and Geechee. Oak-lined roads and marsh-blown seaways are the layout of the homeland of Africans in America, called Gullah. We trace our roots deeply into Carolina and Georgia soil and extend our branches into Florida, and from there, around the world. Entre 1705 et 1790, une loi exigeait que les bateaux amenant des Africains en esclavage soient mis en quarantaine ici pendant 10 jours. Les Blancs qui étaient là ont réalisé qu'ils apportaient des maladies. Sans savoir de quelle maladie il s'agissait, ils les ont tous mis en quarantaine et les Africains étaient ensuite emmenés sur l'île Sullivan. Ici, c'est ce que l'on appelait le village des esclaves.
Il y avait 3, 5 ou 7 esclaves par maison, c'est difficile à chiffrer. Mais généralement, ici, c'était pour eux un refuge du monde extérieur. Le plus souvent, c'était un lieu réservé aux activités familiales. On cuisinait, on se reposait, on dormait ici. L'intérieur était plutôt sommaire, avec un toit en tuiles de terre cuite. Dans la plupart des maisons, il y avait un grand âtre pour cuisiner, des murs en briques, assemblés avec un mélange de ciment et de coquillages, un plancher en bois dur. Parfois un petit lit en bois de ce côté ou de l'autre, car il y avait plusieurs familles. Enfin, pour préparer la nourriture, une simple cheminée pour une grande marmite. L'existence était vraiment très dure ici. Nous étions des esclaves, nous appartenions à des personnes. Ils nous vendaient comme on vend des chevaux, des maisons. Ils nous jetaient à terre et nous battaient comme du bétail. C'était comme si on était en prison. Je ne pouvais pas traverser la rue. Et je ne pouvais pas aller chez quelqu'un si je n'avais pas une note d'autorisation de mon maître. Et si j'avais sa permission, je pouvais aller seulement là où il m'envoyait. Pour revenir, il me fallait un autre laissez-passer pour prouver que j'étais allé là où j'avais dit que j'allais. Et si vous étiez bon, il vous gardait. Si vous étiez mauvais, il vous revendait au marché aux esclaves. Pendant 3 siècles, les esclaves débarquent par cargaison massive dans les plantations des États du Sud. Un Sud agricole et esclavagiste face aux États du Nord, industriels, puritains et abolitionnistes. Ces divergences d'intérêts créent une fracture dans le pays et en 1861, Abraham Lincoln ouvre les hostilités de la guerre de sécession. Objectif, maintenir l'union et abolir l'esclavage. À partir de cette date, les Noirs fuient les plantations. Ils vont au nord et s'engagent dans l'armée pour défendre leur liberté. Ils utilisent un réseau de chemins secrets appelé Underground Railroad. C'est un abri où les esclaves se cachaient lorsqu'ils s'échappaient sur l'Underground Railroad. Ils venaient ici et y passaient la nuit. Les paroissiens de l'église méthodiste de Mont Zion leur donnaient de la nourriture et des habits. Et ils partaient le jour suivant ou durant la nuit et voyageaient le long du fleuve jusqu'en Pennsylvanie ou dans le comté de Montgomery. Ils avaient un réseau d'amis et de personnes qui leur donnaient gîtes et nourriture, leur disaient où aller jusqu'au prochain refuge, afin qu'ils atteignent la Pennsylvanie ou le Canada. J'ai conscience de tous les sacrifices qu'ils ont faits. Et personnellement, je pense qu'ils se sont battus, surtout quand ils aspiraient à leur liberté. Et même si les gens les traitaient bien, il n'y a rien de tel que la liberté. J'ai entendu ma mère me dire, quand elle était jeune fille, qu'une vieille femme s'était enfuie parce qu'on la battait. Et chaque soir, elle dormait à la maison. On lui offrait à manger, et elle prenait ses victuailles et repartait dans les bois. Elle restait dans les bois. On lui demandait, « Tu as vu un tel et un tel? Tu peux leur dire qu'on n'est pas fâchés et qu'on veut les voir revenir. » Il y avait même un homme qui était resté si longtemps dans les bois qu'il aboyait comme un chien, tellement resté dans les bois.
si longtemps qu'on ne pouvait pas les convaincre de revenir. Sur la route de l'Underground Railroad, il n'y avait pas de train. Les esclaves fugitifs empruntaient des routes tenues secrètes par les guides et les passeurs qui les aidaient à se cacher dans des maisons ou des églises. Livrés à eux-mêmes et aux chasseurs de primes, les esclaves se dirigeaient vers le nord grâce aux étoiles dans le ciel. Ils utilisaient aussi le milieu naturel pour avancer, forêts, marais ou bayous. Dans la première moitié du 19e siècle, environ 75 000 esclaves passèrent la ligne entre le sud et le nord pour rejoindre les armées libératrices. Lincoln assassiné en avril 1865, les nordistes décrètent l'abolition de l'esclavage le 6 décembre de la même année et l'inscrivent dans la Constitution, c'est le 13e amendement. Mais la question reste posée. Libres, les Noirs découvrent alors un monde hostile marqué par des humiliations et un carcan de lois et de règlements. L'esclavage a laissé place à la ségrégation. Après l'émancipation, les Blancs américains ont ressenti le besoin de garder les Afro-Américains sous contrôle. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est de s'assurer que les races seraient séparées. C'était quelque chose qui n'existait pas durant l'esclavage en raison de la nature de l'esclavage. Les Noirs et les Blancs vivaient dans la promiscuité et les Noirs travaillaient avec les Blancs, par exemple. Les domestiques vivaient à l'intérieur des maisons des Blancs. Mais avec l'émancipation, il y a eu un réel effort pour séparer les races. Les Noirs vivaient dans des maisons séparées, ils allaient dans des écoles séparées, ils étaient enterrés dans des cimetières séparés. Toute leur vie, ils ont eu à affronter cette inégalité. This song is in honor of my ancestor, Private America Seatab, who fought in the Civil War in the famous 54th Infantry. Happy birthday, America. I'm American too, and I hope someday through love and peace, America's dream comes true. Happy birthday, America. I'm American too, and I know so many more like me who love you like I do. America Seatab était un esclave de Virginie. Il s'est échappé de Virginie pour Boston, dans le Massachusetts. Et quand on a demandé aux Noirs s'ils voulaient bien se battre, il a répondu « Donnez-moi un fusil et je vais vous montrer ». Et il s'est engagé. Une chose à propos de lui, c'est qu'il a menti sur son âge. Il disait qu'il avait 30 ans, mais en fait, il en avait 57. Et en plus, il souffrait de cécité le soir. Mais il est allé se battre, comme si de rien n'était. Et quand ils l'ont ramené, on pensait qu'il était un blessé de guerre. Mais en fait, il souffrait des yeux déjà avant. Mais il s'est battu quand même. Comme Delzé, beaucoup d'Afro-Américains cherchent aujourd'hui les traces de leurs ancêtres.
Loretta Haynes et sa cousine Rose sont elles aussi descendantes d'esclaves. Elles nous ont emmenés dans le cimetière de la plantation de George Washington. Ici, elles font un devoir de mémoire car elles ne veulent pas oublier le passé. Leur vie était dure et difficile et je ne les oublierai jamais. Je suis ici pour maintenir leur mémoire vivante. À travers mes recherches, je veux faire en sorte qu'ils soient une partie de l'histoire américaine et pas simplement l'histoire des Noirs. J'ai recherché chez les particuliers, parlé avec les anciens, rencontré des gens qui auraient pu connaître ma famille. J'espère retourner en Afrique où sont mes racines et un jour j'aimerais que mes recherches m'emmènent en Afrique, dans le village d'où nous venons, ainsi je connaîtrai les origines des miens. Dans le sud du pays, un grand nombre de Goulas a déjà effectué le voyage de retour au pays. Mike est l'un d'eux. Descendant d'esclaves déportés de Sierra Leone, chaque midi, avant de rejoindre son poste de ranger à la plantation, il passe au restaurant de cuisine Goula de Charlotte, la patronne. Ce restaurant, Charlotte l'a créé il y a 5 ans. Avant, elle travaillait comme traiteur. Aujourd'hui, elle accueille une clientèle mélangée et lui offre une cuisine Goula authentique. Son succès, c'est l'attrait des gens pour la culture et les traditions de sa communauté et de son peuple. Je pense que les gens sont plus respectueux vis-à-vis de nous. En grandissant, tout le monde semble concerné par notre façon de vivre. Mais après, vous savez, beaucoup d'années, les touristes s'arrêtent parfois, ils veulent savoir. Maintenant, ici, les gens sont plus concernés. Ils veulent savoir de quoi il s'agit. Aux États-Unis, de toute la communauté noire, les Goulas est l'ethnie qui a le plus conservé son héritage africain. Sur la côte sud-est, ils ont recréé une micro-société isolée sur des îles côtières, unique pour des raisons géographiques. C'est en fait une partie de l'histoire, mais ce n'est pas toute l'histoire. Les facteurs maladies ont beaucoup joué. Ici, c'était une région de culture de riz, et quand les bateaux venaient d'Afrique, les gens transportaient avec eux la malaria et la fièvre jaune. Les moustiques les ont piqués, ont transmis la maladie aux Blancs. Ici, et plus il y avait de culture de riz, plus on inondait les terres, plus il y avait de moustiques, et cette région devenait de fait plus dangereuse pour les fièvres tropicales. L'ironie, c'est que les Blancs voulaient faire de l'argent sur le dos des Noirs et leur production de riz, mais ils ne pouvaient vivre sur leurs propres plantations. Il y a 50 ans, les Goulas étaient généralement ridiculisés. Leur langage africain était considéré comme archaïque, leur manque d'éducation, leur culture était regardée comme arriérée. Les gens ne croyaient pas que leur culture était africaine, ils pensaient que c'était des signes d'ignorance. Et année après année, les Goulas se sont renfermés sur leur communauté. Ils ne parlaient pas leur langage, sauf dans leur famille et dans leur communauté. Mais après le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 60, l'attention s'est portée de plus en plus sur la culture afro-américaine dans l'histoire des États-Unis. Et la nation entière s'est mise à reconnaître l'apport des Goulas en tant que communauté très intéressante et comme partie importante de l'héritage culturel américain.
Quand l'esclavage s'est achevé, les gens étaient omnubilés par leur liberté. Ils n'avaient plus de maître autour d'eux, plus de patron, alors ils ont vécu libres sur ces îles. C'était devenu, je pense, comme la terre de leurs ancêtres, et ils se sont sentis chez eux. Les souvenirs de l'esclavage ont été balayés par le fait d'être libres, et cela a déterminé leur destin. Emory Campbell est Goula, lui aussi. Installé dans le sud depuis des générations, il dirige depuis 3 ans le Penn Center. Ce jour-là, Emory recevait une classe de jeunes Afro-Américains pour les sensibiliser à leur histoire. Fondée en 1944, le Penn Center est une école communautaire. Elle est devenue, avec Martin Luther King dans les années 60, un lieu de résistance et un symbole pour le mouvement des droits civiques. Aujourd'hui, Emory est un leader de la communauté Goula en Caroline du Sud. Il transmet la culture et l'identité de ses ancêtres. Il y a 10 ans, il organisait un retour en Sierra Leone avec 15 personnes, dont Ernestine. La chose étonnante, c'est qu'ils ont emmené des esclaves de Sierra Leone, de la côte ouest de l'Afrique, et qu'ils ont trouvé ici une ressemblance de ce côté de l'océan Atlantique, comme en Afrique. Je ne sais pas si cela était plus acceptable pour eux ou si cela nous a donné envie de retourner chez nous. Je pense que c'est important pour tout le monde de retrouver ses origines. Je pense que cela te donne confiance en toi, ça explique pourquoi tu agis et te comportes comme cela, pourquoi tu es comme tu es, pourquoi tu parles comme tu parles. C'est important le langage, parce que nous avons grandi en pensant qu'on parlait quelque chose d'étranger et d'inconnu en Amérique. Et maintenant, on sait que les origines du langage Goula est là où nous sommes allés, en Sierra Leone. Alors ce voyage a vraiment renforcé la confiance que j'avais en moi. Yeah, we have family reunion. We have family reunion every year. It's a creole of English words and a few African words. C'est un créole de mots anglais et de quelques mots africains. Si tu parles un anglais correct, tu n'enlèves pas le préfixe du mot comme une personne Goula le fait. Le Goula enlève le préfixe et le mélange à un mot africain et ça devient un langage très spécifique. It becomes a very distinct language. Sometimes I feel like Esclaves dans le passé, les Goulas sont à présent intégrés dans la mosaïque multiethnique américaine. Mais plus de 130 ans après l'abolition de l'esclavage, Noirs et Blancs s'opposent toujours sur les questions de race et de classe sociale. like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Il y a toujours des tensions raciales et c'est certainement à la hausse aujourd'hui. La communauté afro-américaine combat toujours. Il y a encore de la discrimination, pas légale bien sûr, mais de fait. Comme les Blancs fuient les centres-villes, cela a obligé les Noirs à gérer ce qu'il restait derrière. Or, ce qu'il reste derrière, ce n'est pas grand-chose. Les industries se sont déplacées, les écoles sont en piteux état, le logement est déplorable. Les gens doivent lutter encore, comme nous avons toujours eu à le faire. De retour de Sierra Leone, Marie Moran a repris un quotidien enrichi de son passé et de sa mémoire d'esclave. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Je n'aurais jamais rêvé qu'un jour comme celui-ci m'arriverait. J'étais très surprise. Ça vous a plu? Oui, c'était une aventure dans ma vie.
Je ne veux pas retourner là-bas, mais c'était une aventure particulière. J'ai aimé, car ils nous ont traités si royalement. Tout le monde, si gentil avec nous. I walk among a Cumberly alley, lily, Quamby. I walk among a Cumberly alley, lily, quaint. As a willy go, see how you quenda ya. As a willy go, dwell in the quaint. As a willy go. Le mois prochain, Pays Mêlé nous propose une enquête sur Chiquita. Chiquita, le numéro 1 mondial du commerce de la banane. La banane devenue aujourd'hui un enjeu économique entre les États-Unis et l'Union européenne. Jean-Marc Bramy et Didier Goderman se sont rendus au Costa Rica et à Washington.